Toute bataille commence par une étape cruciale, la phase de déploiement. Si la tâche pouvait parfois s'avérer compliquée dans les Total War historiques, l'univers de Warhammer l'a rendue plus complexe encore par l'ajout de nombreuses unités spécialisées et dont la place sur le champ de bataille ne saute pas toujours aux yeux. Comment construire sa ligne d'infanterie? Où doit-on positionner les archers? Les monstres doivent-ils accompagner la cavalerie ou l'infanterie? Comme vous l'avez compris, dans cette vidéo, on va aborder quelques astuces de positionnement pour être prêt à affronter toutes les situations. Allez, c'est parti, suivez le guide. Une fois la bataille lancée, la plupart des armées ennemies tenteront d'arriver au contact le plus vite possible, ce qui ne vous laissera que très peu de temps pour manœuvrer. L'inverse est également vrai, si vous menez au combat une armée très offensive comme le sont souvent celles des hommes bêtes ou des peaux vertes, devoir manœuvrer avant l'attaque est une perte de temps importante qui sera d'autant plus dommageable si vous êtes sous le feu de l'artillerie adverse. Pour éviter ce mauvais départ, il faut être bien préparé. Dans ce guide, on va passer en revue quelques grands principes qui vous aideront à construire votre front quelle que soit l'armée jouée, et d'autres vidéos viendront ensuite compléter ces informations avec des détails supplémentaires pour chaque faction. Gardez bien à l'esprit que la méthode donnée ici n'est pas l'ultime stratégie pour écraser votre adversaire, c'est pas le but de cette vidéo. Il existe beaucoup de stratégies efficaces qui peuvent être très différentes en fonction des habitudes et des préférences des joueurs. L'objectif ici est avant tout de présenter quelques méthodes de positionnement qui permettront aux débutants de mieux appréhender cette partie du jeu et d'y apporter leur touche par la suite. Pour commencer, on va se pencher sur l'ossature de l'armée, à savoir l'infanterie de mêlée. Celle-ci doit former une ligne de front destinée à entrer au contact avec l'armée ennemie. La constitution des troupes ennemies doit d'ailleurs être soigneusement inspectée avant chaque combat, ce qui vous donnera beaucoup d'indications sur la formation à adopter. Concernant la largeur de la ligne d'infanterie, vous devrez trouver le bon compromis. Une ligne compacte résiste mieux aux charges et est capable de tenir plus longtemps en combat de mêlée, car le moral des soldats sera renforcé par le nombre important de frères d'armes qui seront dans un rayon proche. Il faut donc éviter d'envoyer au combat une ligne de front trop étendue et donc trop fine. Elle sera trop fragile. Attention cependant à ne pas exagérer dans l'autre sens, car une ligne trop étroite serait alors vulnérable au mouvement de flanc et à l'encerclement, en plus d'être une cible de choix pour l'artillerie et les sorciers. Donc, si l'artillerie est présente dans les rangs ennemis en quantité, il vous faudra étirer votre ligne afin de réduire les dégâts des projectiles étant donné qu'ils traverseront moins de rangs. Dans ce cas de figure, n'oubliez pas qu'il vous faudra resserrer la ligne juste avant d'entrer au contact avec l'infanterie ennemie. Le centre de votre ligne doit toujours être le plus solide possible car s'il s'effondre et que vos unités partent en déroute, le moral des troupes proches en sera affecté. Si cela se produit au centre de la ligne, c'est l'entièreté de cette dernière qui risque de péricliter. En revanche, un flanc qui s'effondre n'est pas forcément synonyme de défaite, car il vous sera encore possible de reconstruire votre front avec le reste de vos troupes. Il est donc préférable, en tout cas je le conseille, de renforcer le centre. Pour que le centre de la ligne soit solide, favorisez les unités qui possèdent un bon moral, une armure épaisse et une bonne défense de mêlée. La présence d'un bouclier sera également très appréciée pour ces unités-là. Elles seront capables de tenir un long combat sans flancher et c'est exactement ce qui importe pour cette partie de votre armée. Les piquiers sont, la plupart du temps, indispensables pour protéger vos flancs et je vous conseille fortement de les orienter légèrement de biais afin de les préparer à se positionner face à la cavalerie ennemie qui tenterait un contournement. Cela tempérera ses ardeurs et l'obligera au pire à vous contourner davantage, au mieux à charger directement votre ligne de piquier. En fonction de la présence de monstres dans les rangs ennemis, n'hésitez pas à ajouter quelques unités anti-larges devant votre ligne de front, elles y seront également très utiles. Puisqu'on parle des monstres, leur place est à l'intérieur de la ligne d'infanterie, ou légèrement derrière si vous souhaitez les mettre à l'abri des projectiles. En effet, le rôle des monstres est avant tout de causer d'importants dommages dans les rangs adverses et d'appuyer l'infanterie de base. Les unités à armes lourdes sont particulièrement efficaces pour les mouvements de flanc, mais sont peu enclines à encaisser des dégâts sur la durée. Leur place idéale se trouve donc aux extrémités de votre ligne de front, prêts à opérer un mouvement de contournement une fois la bataille lancée. Éventuellement, on peut les positionner en retrait de la ligne d'infanterie principale afin de les protéger jusqu'à ce qu'ils puissent jouer leur rôle. Viennent ensuite les unités d'infanterie lance-projectiles qui peuvent être utilisées de différentes façons. La première consiste à les placer devant la ligne d'infanterie de mêlée afin de leur permettre de commencer à tirer très tôt sur vos adversaires et les replier juste avant la charge. Si vous faites ce choix, n'oubliez pas d'activer le mode escarmouche qui permettra au tireur de se replier automatiquement une fois que l'ennemi sera trop proche. Deuxième possibilité,
placez les tireurs derrière la ligne, d'où elles pourront tirer moins longtemps, mais où elles seront protégées des charges ennemies. Si la première méthode convient surtout aux unités qui font parler la poudre et dont les armes possèdent un tir tendu, la seconde possibilité est plus favorable aux unités d'archers ou d'arbalétriers, dont les tirs en cloche pourront survoler vos troupes avant de s'abattre sur les fantassins adverses. Pour ma part, j'utilise une troisième option. Avec le temps et un peu de pratique, elle m'a donné de bien meilleurs résultats que les deux premières. Je divise les archers en deux groupes équivalents, que je place juste derrière chacun de mes flancs. Ce positionnement a deux avantages. Le premier est qu'il permet de tirer prioritairement sur la cavalerie ennemie lors de son mouvement de contournement, ce qui lui inflige des dégâts très importants avant même d'avoir le temps de charger. Deuxièmement, dès que les troupes ennemies seront entrées en contact avec ma ligne de front, mes tirailleurs pourront faire mouvement pour se placer sur les flancs et dans le dos de l'ennemi. Les troupes ennemies seront alors coincées entre votre infanterie de mêlée et les projectiles de vos tirailleurs, ce qui s'avérera dévastateur pour leur morale. Intéressons-nous maintenant à un type d'unité un peu spécial, les unités furtives, comme les gobelins de la nuit ou les rangers nains. Le premier réflexe est souvent de les placer à l'intérieur de l'armée. Bien que cette solution soit tout à fait viable et donne de bons résultats, elle passe à côté d'un potentiel plus intéressant, celui de pouvoir contourner discrètement la ligne ennemie et d'attaquer librement n'importe qui une fois de l'autre côté. Les archers furtifs, par exemple, pourront se placer encore plus facilement derrière la ligne d'infanterie ennemie. Quant aux combattants, ils pourront renforcer votre ligne en chargeant dans le dos de l'ennemi ou en attaquant ses archers. Il faut donc placer ces unités bien assez loin des vôtres lors du déploiement, en profitant du déploiement d'avant-garde pour les unités qui en sont capables. Cet éloignement est un risque car si les unités sont repérées, elles deviendront des cibles extrêmement vulnérables. Mais en contrepartie, en se plaçant assez loin, elles n'auront que peu de chances de se faire repérer par les troupes ennemies. Je conseille tout de même d'éviter de choisir cette option si l'armée ennemie compte beaucoup de cavalerie car le risque pour les unités furtives est alors décuplé. A l'inverse, cette stratégie est très efficace contre les nains étant donné leur faible mobilité et l'absence de cavalerie. Petite astuce concernant les archers furtifs, dès qu'ils commenceront à tirer, ils seront instantanément visibles pour votre adversaire. Je vous conseille donc de désactiver l'option de tir automatique durant toute la durée du déplacement et de réactiver cette option uniquement quand vous jugerez qu'ils sont bien positionnés. Parlons maintenant de la cavalerie. Question déploiement, c'est assez simple. On place le plus souvent la cavalerie sur les flancs de votre ligne de front afin de contourner facilement l'ennemi et frapper là où on a besoin de renfort. Les unités volantes comme le Terrorgeist par exemple sont d'excellents renforts pour accompagner la cavalerie. Les bêtes de guerre comme les loups funestes, les squigs ou les chiens du chaos sont des unités plutôt malléables qui trouveront leur place souvent à côté de la cavalerie. Leur vitesse sera un précieux atout pour atteindre rapidement l'artillerie adverse et la faire taire le plus tôt possible dans la bataille. Tant qu'on parle d'artillerie, sa meilleure place sera, sans surprise, derrière la ligne d'infanterie, renforcée éventuellement par une unité de piquier afin de se prémunir de toute charge de cavalerie. Vous pouvez aussi tenter de placer les canons et autres artilleries de tir tendu en retrait en profitant d'une position élevée par exemple, ce qui en renforcera l'efficacité, mais la rendra également beaucoup plus vulnérable. Dans ce cas, le placement de la cavalerie juste derrière peut constituer une combinaison intéressante qui permettra de contrecharger une attaque qui viserait vos pièces d'artillerie. Enfin, nous terminerons avec les seigneurs et héros qui seront les plus utiles au milieu de la ligne d'infanterie pour l'aider à résister plus longuement aux affrontements prolongés. Si vous disposez d'une bonne cavalerie qui constitue une part importante de votre armée, il peut être intéressant de placer un héros sur son destrier pour venir la renforcer davantage. De quoi transformer vos cavaliers en une force de frappe dévastatrice. Ce sera tout pour cet épisode dédié au placement des unités, merci de l'avoir visionné jusqu'au bout. J'aborderai à l'avenir plus de sujets spécifiques sur les batailles, étant donné que je me suis aperçu que les explications sur la gestion étaient un peu moins recherchées. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire pour me dire comment je pourrais améliorer mes vidéos et quels sujets pourraient être abordés dans les prochains épisodes. D'ici là, portez-vous bien et bon jeu!